Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Soit tu peux regarder le truc macro ou micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, les blancs occidentaux, soyons honnêtes, on est tous un peu pareils. Dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool, enfin, c'est pas si différent que ça. Des fois, on regarde le micro, mais en général, ça se passe bien. Quand t'es européen et tu déménages en Chine, quand tu vas en vacances, tu fais « wow ». Quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne, en vacances, t'arrives et tu dis « oh ouais, l'architecture est différente. Oh, ils mangent à un horaire différent. » Mais bon, c'est pas un clash de culture. Afin de terminer la saison en beauté, ce n'est pas exactement un French expat que je vous propose de découvrir, mais bel et bien le British qui adore se moquer des Français. Il en a même carrément fait son métier. Aujourd'hui, l'humoriste Paul Taylor nous raconte comment l'expatriation dans son enfance a impacté l'adulte qu'il est devenu et surtout son arrivée en France. Je vous propose un épisode drôle, sans filtre, ça fait du bien d'entendre Paul Taylor de l'autre côté du micro. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Et c'est parti pour le tout dernier épisode de la saison 3 de French Expat, un podcast de French Morning. Aujourd'hui, on va inverser les rôles puisque d'habitude, on reçoit un francophone qui a décidé de partir vivre à l'étranger une partie de sa vie. Et donc toi, on va se concentrer sur tes expatriations vers un pays que la plupart d'entre nous connaît bien, la France. D'ailleurs, je crois que tu t'y es expatrié finalement 2 fois. Une fois quand tu étais enfant, avant tes 9 ans, et puis une fois il y a 10-12 ans, c'est ça ? Ouais, j'étais en France de 4 à 9 ans. On habitait en France, mais j'allais à l'école en Suisse et mon père il travaillait à Genève, donc on était de l'autre côté de la frontière. Et j'étais dans une école internationale, donc en vrai j'ai pas eu énormément tu parlais anglais à l'école. Ouais, et je parlais français aussi, mais en termes de grandir comme les Français, non. Enfin je regardais la télé anglaise, enfin tout était pas français en fait dans ma vie. Et donc je suis reparti en Angleterre quand j'avais 9 ans et je suis revenu quand j'avais 23. Du coup, si je résume, tu as grandi entre la France, l'Angleterre et la Suisse, c'est ça ? Et un peu l'Espagne aussi, ouais. Waouh, et donc c'est sacrément impressionnant, juste avant, tout ça avant tes 15-16 ans. Du coup, comment t'expliques ça ? C'est quoi ? T'es un peu un pur produit de l'Europe, au sens où il n'y a pas de frontières. Enfin, bien sûr, t'as suivi tes parents, mais est-ce que ça t'a inspiré sur ta vie future à cette époque-là ? Oui, ouais, un peu, ouais. Pas forcément par choix, mais ouais, on est parti en Suisse à 2 ans parce que mon père il avait eu un boulot dans une banque là-bas. De 2 à 4, j'étais en Suisse. De 4 à 9, j'étais en France. Mais lui était toujours en Suisse. Et de 9 à 14, je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Et de 14 à 16, je suis reparti vivre avec mon père qui, à l'époque, avait déménagé en Espagne. De 16 à 23, je suis rentré en Angleterre. Jeune, c'était pas mon choix. Et puis après, disons, quand j'ai commencé l'université, j'ai fait des études en français à l'université. T'es obligé de partir pendant 1 an dans un pays qui est francophone. Donc, je suis parti au Québec pendant 1 an. Donc, c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai choisi de voyager. Dans le sens où, la 3e année d'université, j'ai choisi d'aller au Québec. J'ai fait 8 mois au Québec et 4 mois en Australie. Donc, je suis parti en Australie 4 mois après ça. Et ensuite, je suis rentré en Angleterre, j'ai fini mes études et j'ai décidé là, à ce moment-là, de venir en France quand j'avais 23, juste à la fin de mes études en fait. Alors, un de tes premiers jobs en Angleterre, ça a été chez Apple. C'est d'ailleurs rigolo, c'est un des axes que tu cherches à développer. Tu l'expliques sur ta chaîne YouTube, parler de technologie, pour faire un peu appel à ta carrière d'avant, peut-être. Ton poste, c'était quoi ? T'étais quoi ? Formateur de formateurs, c'est ça ? J'ai bossé chez eux pendant 9 ans, donc j'ai commencé en tant que vendeur dans les magasins. Ensuite, je suis devenu formateur pour les clients qui voulaient venir. Il y avait des cours disponibles, tu pouvais acheter des cours chez Apple pour venir apprendre à utiliser ton truc. Donc, j'étais formateur pour les clients.
Et ensuite, quand j'ai commencé à voyager, genre en Australie et quand je suis revenu en Angleterre et quand je suis parti en France, au final, j'ai été devenu formateur des nouveaux magasins, donc des employés qui commençaient comme je connaissais déjà la boîte et ça ouvrait des nouveaux magasins. Donc moi, j'étais leur formateur. Et ensuite, le dernier poste que j'avais, c'était formateur des formateurs. Donc les gens qui, en gros, les gens qui sont Apple Store, ils sont formés par d'autres gens qui travaillent chez Apple. Et moi, je forme les gens à former les gens. Inception, mais pour la formation. Donc, en bossant chez Apple en France, donc il y a un moment où tu décides que bah voilà, tu vas poser ta démission. Tu fais d'ailleurs tout un sketch là-dessus qui est très drôle sur les acédiques. J'invite ceux qui écoutent à aller y jeter un œil si vous l'avez pas vu. Mais du coup, j'imagine que c'est pas la dernière année en 2015 que tu t'es dit, tu t'es levé un matin en disant bah tiens, je vais faire de la comédie. J'imagine que c'est quelque chose avec lequel tu as peut-être grandi ou à quel moment est-ce que tu as découvert que tu aimais vraiment ça et puis à quel moment tu t'es dit qu'en fait c'était peut-être possible d'en vivre, quoi, de faire ta vie là-dessus. Ouais, pas vraiment. Enfin, le premier truc que je voulais faire, j'ai un truc en tête, mais je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, à un moment donné, quand j'avais 12 ans, je voulais être catcheur, parce que j'étais à fond dans le catch. J'adorais ça, je sais pas pourquoi. Je kiffais ce truc-là. Et donc, mais je crois que c'était le côté spectacle du truc si je parlais à un psychologue, il me dirait, ouais, enfin, t'aimais ça parce qu'il y avait ce côté spectacle et c'est pas un accident que tu te retrouves dans le spectacle. Donc, il y avait forcément cette attirance-là, mais c'était pas du tout par rapport à l'humour. Au début, c'était le catch, et ensuite, je regardais. J'étais vraiment intéressé par les films, et je voulais être movie maker. Enfin, je voulais créer des films, je voulais être réalisateur, ou je voulais travailler dans les films. Ça, c'est venu vers mes 15 ans, et ensuite, donc j'avais un caméscope et je faisais des trucs à la maison, etc. Ensuite, je suis parti à l'université en étudiant le français et l'espagnol parce que c'était des trucs que je connaissais déjà, que je savais, que j'étais donc. J'aurais pu aller étudier le film à l'univ, mais bon, c'est toujours déconseillé de faire des trucs artistiques à l'université parce que c'est des trucs que tu peux apprendre un peu après. Enfin, c'était plus, je fais les langues parce que je sais que je peux avoir une licence avec ça, et après on verra pour la suite. Et là, je tombe dans Apple en job étudiant temps partiel pendant que je suis à l'université. Et c'est vraiment pendant que je suis à l'université où je commence à regarder énormément de stand-up en DVD sur Internet et tout ça. Il y avait beaucoup moins de trucs. C'était en 2008, 2007, donc il y avait beaucoup. YouTube, ça existait, mais pas. C'est lancé en 2005, je crois. YouTube, donc YouTube avait 3 ans, donc il y avait pas du tout le même contenu qu'il y a maintenant, qui est disponible en termes d'humour. Donc c'était plus les sites de replay de la BBC. Ils ont toujours une émission qui s'appelle Live at the Apollo, qui est une émission de stand-up. Donc je regardais ça, et petit à petit, cette idée d'essayer de faire du stand-up est venue. C'était jamais un truc de tout petit que je voulais faire, c'est juste, c'est arrivé au fur et à mesure. En plus, chez Apple, j'ai commencé, comme je commençais à faire des formations en groupe avec des clients. Du coup, ça donnait un peu ce goût de peut-être de parler avec du public, en fait. Enfin, en vrai, c'est ma dernière année d'université. C'est là où le côté stand-up a vraiment commencé à m'intéresser. Et alors, du coup, ta première scène, c'était où finalement ? Dans un bar à Londres. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est à côté de Westminster, à 2 rues du Premier ministre. It's like the Red Lion or the Red Cross. I think it's Red Lion, the Red Lion pub. I'm going to check it out. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, il faisait une scène ouverte dans une cave, dans la cave du pub en fait. Effectivement, it's the Red Lion in London. Et du coup, ils avaient. En fait, ma première scène, c'était même pas fait exprès. C'était j'allais à des scènes ouvertes en tant que public avec des potes, et il y a une scène ouverte où il y a un des gars qui est monté sur scène, et du coup, il avait trop peur, il se chiait dessus, donc il a pas fait ses 5 minutes. Et un de mes meilleurs potes, il m'a dit, bah, demande au MC si tu peux prendre les 5 minutes de ce mec-là. J'ai dit, non, je sais pas. Et donc, lui, il l'a fait. Et puis, c'est là où j'ai fait mes premières 5 minutes à Londres. Puis après, j'ai fait, je crois, une dizaine, un peu moins de 10 à Londres avant que je déménage en France. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 3 ans parce que le boulot a vraiment pris le dessus. Apple a vraiment commencé à leur expansion avec les Apple Store en France, en Espagne et tout ça. Et moi, j'étais à fond là-dedans. Et donc, ça m'a pris 3 ans à remonter sur scène. Alors donc du coup, te voilà en France. Hein. Pour ceux qui te connaissent pas forcément, donc un de tes premiers sketchs, premier spectacle qui soit le plus connu, c'est le franglais, où tu parles beaucoup donc de la langue française que l'on célèbre aujourd'hui à travers la francophonie. Comment est-ce que tu as choisi en fait ce premier thème ? Comment est-ce que tu as choisi de te positionner en fait justement sur la langue française en fait en tant que telle ? Je l'ai pas choisi, c'est des trucs que moi je trouve drôles, donc du coup
c'est pas un truc. En général, les humoristes, ils se posent pas devant un papier blanc pour se dire alors de quoi je vais parler. C'est des idées que tu as déjà dans la tête parce que c'est une observation que tu as faite ou quelque chose, une anecdote qui soit arrivée avec une rencontre avec quelqu'un, etc. C'était quand j'ai commencé à faire de l'humour. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens sont énervés et donc du coup, par défaut, tu deviens l'humoriste que t'aimes. Donc, si t'aimes bien l'humour trash, si t'aimes bien l'humour jeu de mots, si t'aimes bien l'humour anecdotal, enfin, tu deviens un peu ce type. En gros, c'est un peu Inception, quoi. Enfin, tu deviens la personne qui te fait rire. C'est ça, ouais. En général, dans la vie, les observations, les trucs que je trouvais drôles, c'était les trucs où je m'énervais parce que je comprenais pas tel ou tel truc. Forcément, en tant qu'expat, dans n'importe quel pays, on trouve des trucs qu'on comprend pas et des fois ça nous énerve, des fois ça nous fait rire. Et donc du coup, j'ai pris à chaque fois qu'il y avait une expérience en France que j'avais soit liée à la langue, soit liée à la culture ou à ce qui se passe, que je trouvais drôle, bah après tu montes sur scène et tu testes, si ça fonctionne pas, tu changes un peu les blagues, tu ajoutes des trucs, tu peaufines un peu sur scène au fur et à mesure et puis après quand tu l'enregistres, le truc, c'est que tu l'as déjà rodé plein de fois et tu sais que ça fonctionne. Et alors, question peut-être bête du coup, mais j'imagine que c'est pas au cours des 10-12 dernières années que tu as acquis la langue française et que tu as fait en sorte justement de ne plus avoir aucun accent, ce qui est quand même un peu troublant. Parce que tu me disais que pendant ton enfance, finalement, t'étais pas tant que ça dans la culture française quand tu vivais à la frontière avec la Suisse. Tu peux me raconter un peu du coup comment est-ce que tu l'as acquise ? L'accent, je l'ai acquis quand j'étais petit, dans le sens où, j'ai acquis les compétences à créer les sons quand j'étais petit, parce que ma mère elle est irlandaise, mon père il est anglais. J'étais dans une école internationale américaine et j'habitais en France. Donc forcément, j'avais 4 accents déjà forts qui tournaient dans ma tête petit, américain, anglais, irlandais et français. Et donc, quand on est habitué à entendre des accents petits, notre oreille et notre bouche se forment parce que, bon, après, moi, j'adorais imiter les gens quand j'étais petit. Donc, du coup, forcément, dans l'imitation, il y a bien l'accent. Mais c'est pour ça qu'aussi les Nord-Européens, leur accent anglais, quand ils parlent anglais, il est incroyable. C'est parce que ils ont pas de doublage. Et donc, dès petits, ils sont habitués à écouter des films et des séries américaines et anglaises avec le son et les sons. Et donc, s'ils imitent le truc, ils ont l'habitude de pouvoir reproduire les bruits. Quand je parle espagnol aussi, j'ai pas d'accent anglais quand je parle espagnol. J'ai un accent un peu bizarre, mais les gens ils savent pas d'où je viens quand je parle espagnol. Donc du coup, j'ai acquis les compétences en recréation d'accent quand j'étais petit. Après, le contenu de ce que je raconte, ça vient des années d'études à l'université, à l'école, et les 10 dernières années que je suis en France. C'est sûr que quand je suis arrivé en 2009, mon accent, il était plus ou moins comme ça. Il était pas aussi parisien que maintenant parce que forcément, ça morflait avec le temps. Mais j'avais un accent où les gens ils pensaient que j'étais français. Mais le contenu, enfin le verlan, j'en ai jamais entendu parler de ça. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Donc vraiment le contenu, ce que je raconte, ça vient des 10 dernières années en France, plus les études. C'est un mélange des deux. Bon, alors du coup, je sais que tu as passé une enfance très internationale et cosmopolite. On va se concentrer sur cette dernière expatriation que tu as fait tout seul et puis de manière volontaire, quoi. T'as pas suivi tes parents au cours il y a 12 ans. On pourrait se dire que finalement, tu n'as qu'à traverser la Manche, qu'on n'est pas très très loin, on n'est peut-être pas forcément très différents. On vous appelle souvent nos cousins britanniques. Comment est-ce que tu as préparé cette expatriation ? Comment est-ce que tu as préparé cette nouvelle vie ? Et puis, est-ce que tu t'attendais à des choses particulières ? Comment ça s'est passé, quoi, ton intégration finalement ? Honnêtement, comme je venais de débarquer de l'Australie et le Canada, ça me posait pas problème. Donc la première année d'université en 2005-2006, l'été 2006, avec un de mes meilleurs potes qui étudiait l'espagnol avec moi, on a décidé de partir vivre à Malaga pendant l'été pour trouver un boulot, pour améliorer notre espagnol. On est parti en Espagne. Au final, lui, il est resté que 2 semaines. Moi, je suis resté 1 mois. J'ai travaillé dans un supermarché, mais j'ai quand même loué un appartement. Non, j'ai pas loué un appartement. Non, c'était dans une auberge, littéralement une auberge espagnole, ouais, littéralement, une auberge de jeunesse. Enfin non, c'était même pas ma première fois où je suis parti parce qu'en vrai, avant ça, je suis parti de chez moi, chez ma mère dans le sud-est de l'Angleterre, aller habiter à Londres où j'ai dû louer mon propre appartement pour aller à l'université. Donc j'avais déjà ce truc de je déménage et puis je me démerde, je m'en fous, j'y pense pas trop en fait. J'y pense pas à l'administration, j'y pense pas à tout ça. Donc j'ai fait Londres la première année, deuxième année, c'était vite fait 1 mois en Espagne, je suis revenu à Londres. Deuxième année,
Encore, il fallait chercher un autre appartement. Ensuite, je suis parti au Québec, à Montréal, avec le boulot, mais les études aussi. Et donc, j'étais avec mon ex-copine à l'époque. On a dû chercher un appartement quand on est arrivé au Québec. Il fallait acheter un téléphone, il fallait trouver un compte bancaire, tout ça. Donc, c'était des trucs un peu normaux, sans y penser quand je suis parti en Australie, tout seul. Même chose, il fallait que je trouve un appartement, une colocation, une carte SIM, un contrat à téléphone et puis un compte bancaire aussi là-bas. Donc c'était des trucs entre guillemets qui me posaient pas trop de problèmes vu que je les avais déjà fait. Donc quand je suis venu en France, l'avantage que je suis venu avec ma copine qui est maintenant ma femme. Je me souviens, on a débarqué chez sa grand-mère. Elle a grandi chez sa grand-mère, donc on habitait chez sa grand-mère. Le temps de trouver un appartement. À Paris aussi? C'est en banlieue, à Vitry-sur-Seine, qui est une banlieue du sud. Et c'est pas reconnu comme une des meilleures banlieues de Paris. On habite là, sa grand-mère étant une Française de la guerre et tout ça, elle est affolée par ce truc-là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez jamais trouver un appartement, ça va être horrible. C'était ce truc-là. Et en 5 jours, on a trouvé un appartement, on l'a visité et une semaine plus tard, on était parti. On a emménagé une semaine plus tard. Et puis c'était assez facile, contrairement à ce que vivent beaucoup de gens quand ils arrivent en France. Nous, on a débarqué. Moi, j'avais déjà mon boulot chez Apple, donc c'était un transfert de boulot. Ma femme, elle étudiait le droit, mais elle avait pas de boulot. Le propriétaire, je crois, ils étaient fans d'Apple et sa femme était soit avocate ou juriste. Donc ils voyaient eux. Ouais, ils se revoyaient eux plus jeunes. Quoi. Ouais, c'est ça. Le seul truc qui était chiant, c'est que pour toute la partie garantie, etc. Parce que la France, c'est très très chiant en termes de location, enfin tout en fait, tout ce qui est administration et tout ce qui est recherche et tout ce qui est paperasse, c'est chiant. Donc pour trouver un appartement. Normalement, t'as plein de trucs à faire. Nous, le truc qui était chiant, c'est que la grand-mère de ma femme, elle a dû avancer, je crois, 6 mois de loyer pour que les assurances non loyer payés des propriétaires. Sinon, littéralement, on n'avait rien parce qu'on n'a pas de dossier. Moi, j'ai pas de dossier. Je viens de débarquer en fait. J'ai pas de garant parce qu'ils sont anglais, donc tu peux pas avoir un garant qui est pas français. Oui, j'ai mon boulot, mais j'ai pas 3 mois de salaire derrière. Et elle avait jamais bossé, donc 0 dossier, rien. Donc on l'a pris, c'était cool. Donc ouais, en vrai, le début, ça allait. Il y avait pas de. Bon après, moi j'avais 23 ans, donc t'as beaucoup moins de soucis à cet âge-là de ce que t'as envie de faire. Maintenant, si on devait faire le truc, moi j'ai 34 maintenant. On a une fille aussi, donc c'est le truc. Après, tu te dis il y a les écoles. Comment on fait pour déménager? Ah putain, on a tout ça comme affaire. En plus, je vivais dans une valise depuis 4 ans entre le Canada, Londres. J'avais pas beaucoup d'affaires. Maintenant, j'en ai plein. Tu cumules des affaires plus tu vieillis. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup moins compliqué que ça serait maintenant. Déjà maintenant, avec le Brexit, je pourrais pas venir en France juste comme ça pour rigoler. C'était assez intéressant et sans souci. Il y avait des frustrations, bien sûr, avec tout ce qui était administration et toutes les habitudes que j'avais pas dans les supermarchés. Ils vendaient pas les trucs que je voulais. Ils vendaient d'autres trucs. C'est des trucs quotidiennes qui sont chiants, mais à part ça, ça va. Et la nourriture, du coup, il y a rien qui te manque ou qui t'a manqué? Non, le côté bouffe, c'est jamais un truc. Étant anglais, on s'en fout en fait. On utilise ça parce que ça nous permet de vivre. Là, par exemple, tout à l'heure, quand on était censé de se parler, j'avais pas encore mangé. Là où j'étais avant, ils m'ont proposé à manger. J'ai regardé l'heure, je dis fuck, je suis déjà en retard. Et en vrai, si t'étais dispo tout de suite, on aurait fait ça, et puis j'aurais pas encore mangé. Mais en arrivant ici, je sentais dans mon estomac que j'avais faim. Donc c'est là où j'ai mangé. Mais sinon, si c'est pas mon corps qui me dit mange, je mange pas. Non, mais écoute, n'empêche que c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. Je crois que les Français ont une relation pas très pratique. Pas pratique, mais plus. D'ailleurs aussi vrai avec la mode, je trouve. Mais voilà, c'est pas pratique en fait de manger. C'est une passion, c'est un truc, c'est de la poésie, c'est voilà. Mais c'est pas j'ai faim donc je vais manger un truc en super speed. C'est culturel, c'est très différent. Nous on est pragmatique, c'est genre on a besoin de ça pour l'énergie, des calories qui rentrent dans notre corps pour fonctionner. Vous voilà, exactement. C'est un plaisir. Mais bon, je suis plus de l'avis que prendre son temps à manger et puis apprécier ça et puis manger des bons ingrédients et tout ça, c'est mieux que pas. C'est juste que nous, nos priorités, comme aux États-Unis, c'est le boulot. Du coup, tu me disais que tu es venu t'installer il y a 12 ans en France avec ta femme, qui est française. Du coup, tu connaissais quand même un petit peu la culture française, même si tu n'avais pas vraiment vécu dedans ou... Du tout, rien. Parce que quand j'étais petit, j'avais rien.
parce que à 9 ans, t'as aucune. Oui, oui, ça je comprends, mais ta future femme, elle a bien dû te communiquer de par sa manière de vivre, en fait, un peu de culture, non? Pas du tout? Ouais, enfin, on s'est jamais assis. Elle m'a dit, alors voici la culture française. C'est peut-être sorti dans des conversations, dans les pubs et des trucs comme ça. Soit tu peux regarder le truc macro au micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, on est tous pareils. Les blancs occidentaux, soyons honnêtes, on est tous un peu pareils. On a les mêmes choses, on a les mêmes séries, on a les mêmes. Enfin, oui, dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool. Enfin, c'est pas si différent que ça. Enfin, je crois que surtout quand on déménage dans un pays, des fois on regarde le micro, mais en général, ça se passe bien, dépendant d'où tu viens et qui tu es. Quand t'es européen et tu déménages en Chine. Ça c'est une autre question parce que là vraiment c'est une différence de culture de ouf, parce que quand tu vas en vacances tu fais wow, quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne en vacances, t'arrives et tu dis oh ouais, l'architecture est différente, oh ils mangent à un horaire différent, mais bon, à part ça il y a pas c'est pas un clash de culture où tu fais fuck, je sais même pas comment opérationnellement, je sais pas comment faire dans ce pays. Tu vois, quand tu vas au Japon ou en Chine, il y a tellement d'autres facteurs sociaux que tu te dis ok, je sais pas quoi faire. Donc c'était pas trop, même si je connaissais pas la culture française et ce qui se passait, c'est venu assez vite. La différence c'est que contrairement à beaucoup d'expats, j'avais un boulot en français en France avec des Français. C'était pas, je suis pas venu enseigner l'anglais dans une école anglaise et rester entre expats, ça arrive souvent. Et je comprends que quand on s'expatrie dans d'autres pays, bah on cherche les gens de notre pays en premier. Et donc du coup, des fois, les gens ils s'intègrent pas. En France, les blancs sont souvent là à dire oui, les Maghrébins quand ils viennent en France, ils ont qu'à s'intégrer et s'adapter à notre culture et tout ça. Je dis ouais, mais toi, connard, quand tu vas en Australie, tu t'adaptes pas aux Australiens, tu restes dans tes boulangeries françaises, dans tes restos français, dans tes bars français et puis dans ton école française. Donc toi non plus, tu t'intègres pas. C'est pas une question de religion, une question de couleur de peau, c'est juste une question humaine de t'as envie de retrouver tes gens en fait. Je suis complètement d'accord avec toi et en même temps, je suis un peu partagée sur le sujet. Tu vois, je crois qu'en tant qu'étudiant, par exemple, les communautés d'étudiants internationaux savent se retrouver. Et même si tu fais un effort pour aller voir des locaux, bah, c'est pas toujours facile. Et en même temps, tu vois, genre, au bout de 10 ans d'expatriation, j'ai jamais trop cherché à me rapprocher des Français. Mais parfois, ça a un côté un peu rassurant, en fait, où tu vas droit au but avec des gens qui ont une culture très similaire avec, je sais pas, certains aspects en fait de la tienne qui peuvent te manquer. Et alors, un sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est que donc tu as travaillé pour Apple d'un côté comme de l'autre de la Manche, donc en Angleterre et en France, et même dans d'autres pays dans le monde finalement. Et du coup, je me demandais, tu vois, travailler pour une boîte américaine en France, comme en Angleterre, comme dans ces autres pays, est-ce que tu as quand même pu noter des différences importantes ou non d'ailleurs sur la culture du travail? Oui, il y avait la culture Apple, mais il y avait aussi le côté français qui râlait parce que c'était la première fois qu'Apple venait en France pour les magasins. Donc le département retail de Apple était tout nouveau en France. Il y avait Apple France déjà qui existait, qui vendait les produits, ils avaient leur QG et tout ça. Mais Apple Retail, c'est la première fois qu'ils venaient, donc ils ont leur propre service RH. C'est carrément une nouvelle entité. Et du coup, c'était la première fois en France, et donc ils savaient pas forcément comment ça fonctionnait. Et dès le début, t'avais des connards qui râlaient sur le fait qu'il y avait pas de ticket resto, qu'il y avait pas les moins 50% de transport payés par la boîte, qu'il y avait pas des logements 1%, que tous ces trucs de français là. Et je comprends ce côté-là, mais il y avait des gens qui avaient aucune marge de manœuvre pour dire ok, ils sont nouveaux, on va les laisser quelques minutes quoi pour s'installer, pour voir exactement comment ça se passe. Et limite, bah si t'es pas content, on va travailler pour une boîte française. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais vu et échangé avec des employés Apple de partout dans le monde, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, l'Espagne, enfin plein de pays. Et vraiment, les conditions de travail en France sont les meilleures de tous les pays, chez Apple en tout cas. Et à mon avis, dans beaucoup de boîtes, c'est un peu la même chose. Ça veut pas dire que les conditions sont merdiques ailleurs, c'est juste que ici il y a cette culture de on râle, on fait grève, on a des trucs en plus et vous travaillez pour ensuite partir en vacances et vivre. Nous en Angleterre, on vit pour travailler, c'est tout ce qu'on fait en fait, c'est travailler. Donc du coup quand
je comprenais le truc que dans d'autres boîtes françaises, ils te remboursent 50% de ton abonnement métro. Ils te donnent des tickets restaurants où tu as 8 euros pour te nourrir, des trucs comme ça. Je comprends. Mais en même temps, comparé à d'autres pays. Ouais, il y a des grands privilèges à bosser en France et je crois que moi je m'en suis rendu compte une fois que je vivais à l'étranger. Hein. Ouais, et en plus après, non seulement ça, il y avait tout le côté parce qu'il fallait créer un syndic ou je sais pas comment t'appelles ça, un syndic. Ah, les unions, les syndicats, ouais. Ouais, c'est tout ça. Et puis eux, c'est des râleurs finis où en fait ils savent qu'ils peuvent pas être virés et donc du coup, c'était fatigant en fait de gérer et travailler avec des franco-français, vive la France dans une entreprise qui, tu sais, j'ai pas vraiment d'opinion de qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pas mieux. Tu vois, moi j'ai grandi dans un autre truc de tu travailles et tu fermes ta gueule. Et beaucoup d'anglais on a grandi comme ça. C'est un peu la culture, c'est un peu l'industrie, la révolution industrielle. C'était ça, c'est ferme ta gueule, travaille et puis on crée un truc qui est ouf quoi. On change le monde. Et en France, c'est non, je vais pas travailler. En fait, j'ai envie de profiter de la vie et en fait, je te rends service parce que moi je travaille pour. Il y a deux vraiment opinions conflictuelles dans ma tête parce que puisqu'il y a un côté que je trouve que ils ont raison parce que le travail c'est pas que la vie. Enfin, il y a autre chose à faire que travailler. Mais bon, si t'es passionné par ton travail, tu vois, c'est un autre truc. Et je crois que c'est pour ça que il y a beaucoup de start-up en France parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui en ont marre du système et de ces anciens patrons cinquantenaires qui évoluent pas avec le temps et donc il dit fuck off, je vais créer ma propre entreprise qui est en compétition avec ce que je viens de sortir. Tu vois, c'est une mentalité différente. Donc ouais, c'était possiblement la plus grande différence pour moi entre les deux, c'était le côté travail. Ouais. Pas la bouffe, pas quand on sort, enfin c'était vraiment ce truc de work ethic entre les deux pays et aussi que le côté même si c'était Apple, le côté Apple France, les gens avaient beaucoup plus un balai dans le cul que dans d'autres pays. Évidemment aux États-Unis, c'est encore le plus chill. Tu vas à Cupertino en Californie et il y a une ambiance de ouf. Tout est open plan, les gens mangent ensemble. Il y a une ambiance de vraiment sympa. En Angleterre, c'est un peu le même cas. Et en France, les bureaux, personne se parle. C'était vraiment, c'était genre. Après, ça c'était Apple. Apple Inc. Il y a 10 ans, mais ouais, c'est peut-être un peu mieux maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est juste générationnel. En fait, les gens qui bossaient chez Apple en France avant que le retail arrive, c'était des vieux qui étaient dans l'entreprise depuis 20 ans, 30 ans, parce que ça faisait 20 ou 30 ans que ça existait. Mais ouais, c'était assez flagrant, même si c'était Apple, quoi. Pour eux, c'était juste un autre boulot. Enfin, je sais pas, c'était assez étrange. Du coup, là, si j'ai bien suivi, tu continues de bosser pendant 3 ans en France pour Apple, c'est ça ? Ouais, oui. En fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai bossé en vrai 6 mois dans l'Apple Store, le premier Apple Store qui a ouvert en France. C'était quoi, ensuite, Louvre ? Ouais, c'était au Louvre, ouais, qui est maintenant fermé parce qu'il y a le Champs-Élysées. Enfin, ils ont fermé ça pour ouvrir le Champs-Élysées. J'ai fait 6 mois là-dedans et ensuite je suis parti justement aux États-Unis pour être formé, pour former l'ouverture des autres magasins. Donc en fait, j'ai fait 6 mois en France et le reste du temps, donc ça c'était en 2010. Donc pendant 5 ans après ça, en fait, j'étais pas en France 6 mois de l'année. Donc j'étais 3 semaines en Chine, ensuite 1 semaine à la maison, ensuite 2 semaines aux États-Unis, 1 semaine à la maison, 4 jours en Espagne, 1 jour à la maison. Enfin, c'était vraiment un rythme vraiment comme ça pendant 4 ans, 5 ans. Donc j'ai en même temps que j'avais des Français, j'avais la chance d'interagir et travailler avec beaucoup de gens de beaucoup de nationalités. Donc ça. Peut-être que ça m'aurait rendu fou de travailler que en France tout le temps avec que des Français. Ouais. Après, il y avait des villes qui étaient vraiment paumées au milieu de nulle part aux États-Unis où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Mais il y avait d'autres moments où genre un jeudi soir, on m'annonce que le dimanche, je prends un vol pour Hawaï pour faire une formation à Hawaï qui dure 4 jours. Même si j'ai pas vu la lumière du jour à Hawaï parce que il fait toujours nuit très tôt là-bas. Toute l'année, c'est vers 5 heures le soir. Donc du coup, je terminais, il faisait déjà nuit. Donc j'ai pas vraiment profité. Je suis arrivé le dimanche pour commencer la formation le lundi. La formation se terminait le mercredi et je suis parti le mercredi soir pour rentrer en France. Donc, avec le jet lag, je me réveillais à 5 heures du mat, faire un tour sur la plage. C'était
c'était assez sympa. D'ailleurs, ton jet lag, c'était un peu le rythme de vie local, hein, parce que je veux dire, ils se lèvent quand même très très tôt, les Hawaïens. On les retrouve assez facilement à 5h, 5h30 du matin sur la plage à faire cuire des trucs au barbecue pour le petit-déj, quoi. Ouais, bah du coup, je crois qu'il fait nuit très tôt tout le temps, donc ils sont habitués il fait jour très tôt aussi, donc ils se sont adaptés. C'est le truc qui m'a choqué parce que moi, je suis parti en juillet là-bas et puis je suis parti de ici en France où il fait jour jusqu'à 22h en juillet et tu perds 5 heures d'un coup de lumière du jour, tu fais c'était incroyable. Mais oui, effectivement, ça m'a pas trop perturbé. Enfin, j'ai pas trop eu ce côté crise d'identité de qui je suis et tout ça. J'essaie d'en profiter à max. Dis-moi alors, du coup, malgré toutes ces expériences qui semblent t'avoir énormément plu, t'as tout de même un wake-up call, comme on dit, et tu te dis, en fait, moi, ma vie, ça va être la vie d'un comédien, quoi. Ouais. Tu décides de tout plaquer voilà, donc démissionner d'un job qui pourrait faire rêver certaines personnes pour devenir comédien à temps plein. Est-ce que tu peux me raconter justement comment cette étincelle t'a mené à prendre tout ça en main et à le faire? Il y avait pas vraiment d'état, il y avait pas un moment où je me suis dit j'y vais. Ça a commencé quand j'ai décidé de monter sur scène à Paris, donc c'était en janvier 2013. Je me suis dit je vais essayer de refaire de la scène parce que j'aimais ça à Londres. Et donc là, il y avait 3 ans qui s'étaient passés sans rien et je me suis dit je vais peut-être tenter de remonter sur scène dans les scènes ouvertes ici pour voir ce que ça donne. J'essaye, je fais en anglais, ensuite je fais en français. Je fais un peu un mélange des deux. Le français, ça se passe pas très bien, donc je continue en anglais. Et ensuite, avec Apple, j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis, en Chine, en Espagne et partout où je vais. En fait, je fais des scènes ouvertes à Hawaï. C'est ce que j'ai fait. J'ai tapé Open Mic Night Hawaii. J'ai trouvé le lieu et puis je suis allé après le boulot et puis j'ai fait 5 minutes sur scène là-bas. Donc j'ai commencé à développer le truc en anglais beaucoup plus qu'en français. En français, ça se passait pas bien parce que j'arrivais pas à trouver mon truc. Mais bon, après 2 ans et demi de faire les deux en même temps, je me rends compte que la seule façon d'évoluer dans ce truc d'humour, je voyais que ça se passait pas mal, que les gens ils rigolaient et puis il y avait un truc à faire. Mais je me suis dit la seule façon, comme surtout j'étais dans un boulot où je voyageais 6 mois de l'année, j'étais obligé à un moment de dire ok, faut que je démissionne et que je donne 100% de mon temps à l'humour pour voir si ça fonctionne ou pas. Je peux pas faire ça. Ouais, que tu te donnes une vraie chance finalement d'y arriver, quoi. Ouais. Du coup, te voilà à full-time comédien sans emploi, si je puis dire. Quelles sont du coup les prochaines étapes? Comment est-ce que tu te lances en France? Puisque bien entendu, tu ne peux plus continuer à faire des scènes autour du monde. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu te souviens, je sais pas, ta première scène en France? Et puis, est-ce que, je sais pas, ça te renforce dans ta décision de tout plaquer pour te dédier à la comédie? Des premières années en français, ça fonctionnait pas très bien. Donc, je continue en anglais, mais là, c'était sûr que il n'y avait pas assez de scènes en anglais. Mon français était trop bon pour être étranger sur scène. Donc, du coup, quand je parlais d'être étranger, d'être expat et tout ça, les trucs que je comprenais pas en France, quand je jouais en anglais, il y avait pas de problème, ça rigolait, j'insérais un peu de français par-ci par-là, mais ça fonctionnait très très bien. Mais en français, les gens se disaient mais c'est qui ce mec-là qui se la raconte? C'est pas un anglais, il est français, je comprends pas. Et donc du coup, le truc que j'ai trouvé au bout de quelques mois, c'était en fait de commencer avec un faux accent anglais pendant 3 minutes et ensuite à la fin des 3 minutes tu sais bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, je comprends pas le verlan, c'est quoi cette merde d'inverser les mots et tout ça. Et donc du coup les Français ils écoutent ça, ils trouvent ça drôle et au bout de 3 minutes je disais je terminais sur une blague je savais qu'il y avait un applause à ce moment-là. Et puis à la fin, je laissais un peu un silence. Je faisais je vais arrêter de parler de cet accent de merde parce que c'est trop dur à maintenir pendant 10 minutes. Et là, du coup, les gens ils font oh le bâtard, oh le bâtard. Et donc c'était mon truc. C'est juste qu'il fallait l'accent pour légitimiser le fait que je suis anglais et puis je comprends pas en France la bise, je comprends pas en France pourquoi l'émission 7 à 8 commence à 6h et quart, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc mais une fois que j'ai fait ce sketch plusieurs fois enregistré pour la télé sur Marrakech du Rire et aussi à Montreux qui a beaucoup de vues sur YouTube, etc. Une fois que une grosse base de gens connaissaient ce truc-là, j'ai arrêté de faire le truc de l'accent. Parce que les gens qui aiment le stand-up en France, les gens qui aiment, ils regardent ce qu'il y a dans le stand-up, ils connaissent déjà le truc. Que ça soit les épisodes de What the Fuck, la mini-série qu'on a fait, où je parlais anglais, donc c'était clair que j'étais anglais, ou les sketchs où je joue l'accent, les gens, ils disent, c'est l'anglais, machin. Et donc j'ai plus besoin de faire le truc de l'accent. Je dirais la moitié de la salle savent pas qui je suis quand je fais une scène à Paris, pas mon spectacle. Quand je fais mon spectacle, évidemment, tout le monde me connaît, mais quand je fais des scènes où on est 4-5 sur le même plateau,
je commence toujours par dire ouais salut, je suis anglais, ça fait 10 ans que je suis en France, et puis je raconte une anecdote où je merde au niveau de mon français pour ensuite installer le personnage et qui je suis avant d'avancer sur autre chose. Est-ce que tu, comment on dit, run by, est-ce que tu testes en fait, je sais pas, tes blagues ou jusqu'à quel point tu peux pousser un trait, par exemple quand tu te moques des Français en général sur la langue française. Est-ce que tu as recours à ta femme pour ça? Est-ce que des fois elle dit Paul, oh, tu vas un peu trop loin? Non, pas vraiment. Elle est pas trop. Elle s'en fout. Elle rigole quand elle a entendu la blague et elle l'a entendu avant que je la mets sur scène. C'est pas que je teste des blagues sur elle, c'est que souvent, là, surtout pour le deuxième spectacle, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup d'anecdotes qui m'arrivent, et c'est des trucs de notre vie ou de ma vie ou de ce qui se passe. Tu vois, un des sketchs du nouveau spectacle, c'est où j'ai rencontré Julie Gaillet, la femme de François Hollande, sans savoir que c'était elle en fait. Et je l'ai rencontrée dans des loges à l'Olympia. Quand on faisait une soirée ensemble, c'était une soirée rugby pour Canal+, etc. Mais moi, je savais pas qui c'était, et puis on était tous les deux dans la loge, et en gros, je me retrouve comme un con devant elle en fait. Et je me rends compte après que c'était elle, parce que quand j'attends mon taxi pour partir de la salle, je regarde la télé qui montre la cérémonie de rugby qui se passe en live, et après je vois que elle monte sur scène, et je vois son nom qui apparaît sur l'écran, et je dis oh non, oh non. Oh non, je viens de passer ce temps-là avec, oh putain, quel débile. Donc ça, c'est forcément le soir même. Et le soir même, en fait, je partais en Chine avec ma femme pour faire une tournée du spectacle là-bas pour les expats français. Et du coup, en arrivant à l'aéroport, je dis, tu imagines même pas ce qui vient de se passer, parce qu'elle me rencontrait à l'aéroport directement. Elle est pas venue à l'Olympia. Et du coup, je lui raconte ça. Elle a dit putain, c'est drôle. En gros, ça c'est l'histoire à la fin de mon spectacle. Mais du coup, elle rigole plus à l'histoire parce qu'elle l'a déjà, elle l'a vécu le soir du truc. Donc c'est souvent des trucs comme ça, ou des malentendus, ou des trucs. Si c'est des blagues sur la langue que je fais, c'est parce que c'est avec tous les deux, on a eu une conversation sur un truc, et elle a sorti quelque chose, ou moi j'ai sorti quelque chose, et du coup on rigole sur le moment, et c'est quelque chose après que j'ajoute. C'est rare que j'ai une idée avant et que je dis je vais tester. C'est quelque chose qui se passe. Ouais, d'accord. Il y a toujours une base de vrai, en fait, même si parfois tu pousses un peu l'exagération, tu pousses le trait pour faire rire, mais ça part toujours d'un truc qui s'est passé en vrai. Tout vient d'un moment précis j'allais dire que je peux citer, pas tous, mais la majorité des blagues, je peux dire ça vient de ce moment-là en fait. C'est une histoire qui est arrivée, et ensuite je l'ai mis sur scène. C'est pas c'est rarement l'inverse où je me dis j'écris une blague, ça c'est peut-être une bonne blague. Hey chérie, qu'est-ce que t'en penses si je dis ça je vais le tester. Donc c'est rarement ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. C'est plus dans le sens inverse. Et quand je m'énerve sur un truc, j'ai envie d'être sûr que c'est entre guillemets irréprochable. Si je râle sur le truc c'est les Français vous savez pas compter, vous êtes cons, j'ai envie de back-up avec des trucs de 7 à 8 ça commence à 6h15, vous dites 15 jours au lieu de 14 jours et trouver d'autres exemples. 99 pour dire 99 c'est 80, 10, 9 c'est 4 plus 4 fois 20 plus 10 plus 9. Tu vois, il faut faire des maths donc c'est des moments comme ça où je me dis la phrase initiale peut être un peu choquante, mais après quand je back up l'info avec du drôle, les gens ils font ouais. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu parentalité. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai cru comprendre que tu étais devenu papa d'une petite Louise. Yes, c'est ça. D'ailleurs assez rigolo parce que tu ne la qualifies ni de française ni d'anglaise, mais de parisienne. Ouais. Est-ce que tu aurais des anecdotes à partager un peu justement sur la parentalité biculturelle ? Ouais, il y a pas grand-chose parce que je sais pas ce que c'est d'être parent monoculturel, donc je sais pas c'est quoi les différences en fait. Le truc qu'on fait différemment des autres, c'est que on parle tous les deux une langue différente avec la petite à la maison. Moi je lui parle en anglais, et ma femme elle parle en français, mais quand on se parle, moi et ma femme on parle en français, donc du coup elle entend plus français que anglais à la maison. Mais déjà ça c'est différent que les parents monoculturels. Ils parlent une langue à la maison et ils regardent une langue à la télé. Nous quand on met la télé, on fait devant elle, si c'est des dessins animés, on fait en sorte que c'est que en anglais en fait, parce que j'ai envie qu'elle écoute l'anglais. Mais à part ça, je crois que c'est les mêmes problèmes que tous les couples. C'est plus homme-femme que anglais-français en fait. C'est plus le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans une relation ou quand t'es parent que autre chose. Il y a pas, je sais pas s'il y a une grande différence si on avait eu
la petite en Angleterre, c'est une marque différente de lait. Peut-être, mais ouais, il n'y a pas de grand principe d'éducation qui t'ait particulièrement frappé, genre toi t'as pas été élevé comme ça, ou à l'inverse, c'est des trucs que toi t'as vécu, que t'aurais aimé transmettre, mais qui se font pas en France, enfin je sais pas. Non, mais tu sais, le truc qui m'énerve, c'est le truc américain là où ils sont tous là, French baby, je sais pas trop quoi. Oui, on en a parlé en plus avec Clémentine Gay dans un épisode il y a pas très longtemps, le bouquin Bringing Up Baby. C'est de la merde leur truc. C'est tellement, c'est peut-être. Ouais, il y a beaucoup de clichés dans ce bouquin, mais c'est vrai qu'ils reviennent quand même pas mal dessus maintenant. Ouais, c'était peut-être des grosses différences comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, mais maintenant j'ai l'impression que tu vas à New York, tout le monde est en poussette yo-yo aussi. Enfin, tu vois, tout est devenu tellement international en termes de éducation d'enfants. Encore une fois, je parle de plus pays occidentaux, mais en vrai, je parle à des potes qui ont des enfants au Canada, et c'est la même chose. Enfin, on leur donne à bouffer bio. Je sais pas, j'ai l'impression que ce livre-là, parce que j'en ai parlé beaucoup avec Sarah, du coup. Sarah Donnelly de Becoming Maman, qui était d'ailleurs notre invitée de l'épisode qu'on fait là sur la francophonie l'année dernière dans le podcast. Ouais, Sarah Donnelly, on râlait tous les deux, qui est maman américaine en France. Et du coup, elle en avait marre de ce livre où c'était destiné aux Américains, comment faire grandir ton bébé comme les Français, parce que les Français, ils élèvent leurs enfants correctement comparé aux États-Unis ou en Angleterre. Et encore une fois, c'était peut-être vrai il y a 20 ans, mais maintenant tellement toutes les pratiques, en fait, c'est plus comment élever ton bébé à la norvégienne, en vrai. Parce que tout ce que les Français font correctement, ça vient des techniques de l'Europe du Nord, en fait. De pas avoir des trucs filles-garçons trop, de leur donner des opportunités, de eux-mêmes penser à pourquoi ils ont fait une connerie, les trucs Montessori, enfin tous ces trucs-là, c'est pas français, en fait. Ouais. C'est pas américain, c'est pas comme si en Angleterre les enfants étaient élevés d'une autre manière. Je trouve ça assez ridicule. C'est un peu Emily in Paris version enfant. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends, en parlant de Emily in Paris, j'aimerais bien que tu me parles de la relation entre les Anglais et les Français. Tu vois, je veux dire, comment est-ce que la France et les Français sont perçus de l'autre côté de la Manche? T'en joues quand même pas mal dans ton spectacle, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Je sais pas, tu vois, moi je vis aux États-Unis donc depuis quelques années, comme je te le disais, et je pense que, en tout cas, la génération de nos parents, ici, il y a une grande admiration vis-à-vis de la France, même encore un peu dans notre génération. Du coup, je me demandais un peu, c'est comment? Est-ce qu'on se déteste vraiment? Comment ça se passe? Je dis toujours, it's a love-hate relationship, that French people love English, but the English hate the French. Mais en vrai, vous êtes plus détestables que les Anglais, parce que nous, les Anglais, on a la famille royale et tout le monde dit, oh, c'est mignon, c'est mignon. Lorsque vous, c'est genre, vous faites tout parfaitement. Vous avez du vin extraordinaire, du fromage incroyable. Vous fumez des cigarettes, genre, ouais, c'est stylé, c'est cool. Et vous rendez ça stylé. C'est d'ailleurs, de nos jours, je pense, le seul pays où c'est stylé de fumer. Hein. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à la chanson de il y a 4-5 ans, I'm sexy and I know it. Vous êtes un peu comme ça. C'est genre, on sait qu'on est les meilleurs et on sait qu'on est les meilleurs. On a les meilleurs restos. Et on le sait, en fait. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes détestable. Vous êtes pas humble dans le côté, on est les meilleurs. Je crois que les Anglais, on déteste plus facilement les Français que les Français. Je trouve que, vous aimez plus les Anglais, genre la musique anglaise, elle est incroyable. L'entertainment en général anglais, c'est cool. La famille royale stylée. Oh, Londres, c'est incroyable. C'est beaucoup moins chiant, tous les trucs. Pareil avec les États-Unis, hein, je dirais que ouais, nous on a plus ce regard de les Français, c'est des snobs. C'est plus le arrogant, ce truc-là, le stéréotype qu'on a. C'est drôle parce que genre quand j'ai fait une série sur les stéréotypes dans les pays européens, on est allé en Suède. Et je parlais avec, je me rappelle plus qui, et en gros il a dit ouais, la différence c'est que les Suédois, nous on pense qu'on fait tout mieux que tous les autres pays, et en vrai on le fait, mais c'est juste que on le dit pas, on le montre pas. Le côté égalité homme-femme, là-bas c'est incroyable, la qualité de vie elle est incroyable, enfin tout est incroyable là-bas. C'est un des pays les plus heureux où la qualité de vie elle est meilleure sur terre, etc. Mais ils sont pas là en train de dire ouais on est les meilleurs. Parce qu'en France, on a beaucoup de trucs hyper bien, mais on est là, bah ouais. Tu bois du vin, t'apprécies, tu sais d'où il vient de la France, ça m'étonne pas. Petite question rituelle de fin d'épisode de French Expat. Est-ce que tu sais à quoi ressemblerait ta vie si t'étais jamais parti, si t'étais resté en Angleterre?
Ça c'est une bonne question parce que je crois que ce qui serait passé, c'est que j'aurais continué à travailler chez Apple en Angleterre et c'est sûr que, enfin, si t'enlèves le côté où je parle français et espagnol aussi, je suis pas sûr que j'aurais eu le poste que j'ai eu chez Apple. Je crois que j'aurais continué à essayer de faire du stand-up, mais ça aurait pris 1000 fois plus de temps parce que en Angleterre, j'ai rien de spécial. Je suis un autre homme blanc hétérosexuel de classe moyenne qui raconte sa vie, donc ils sont déjà 100 000 à faire ça. Donc j'aurais pas eu je sais pas, c'est vraiment j'arrive même pas à imaginer ce que je serais devenu. Mais j'aurais peut-être essayé de faire un truc dans l'humour ou dans les films ou des trucs, ça m'intéressait toujours. Mais c'était tellement inaccessible là-bas, de là où j'étais. En même temps ici pareil. Mais quand j'ai commencé à faire du stand-up, comme ça avançait assez vite, je me suis très vite dit il y a un moyen de rentrer dans le milieu et de faire quelque chose d'intéressant en fait, sans galérer pendant 20 ans à essayer de rentrer dans le milieu. Ça c'est génial. Ça veut dire qu'en gros l'expatriation, de ce que tu dis, t'a permis de te révéler en l'homme que tu voulais être. Ça a été en tout cas un accélérateur de ta transformation en la personne que tu aspirais à devenir, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est ça, mais je crois que c'est beaucoup le cas pour beaucoup d'expats dans beaucoup de milieux en fait. C'est là, dans mon milieu, je suis arrivé, je viens de l'extérieur, donc forcément, j'ai un truc à dire différent que tous les humoristes en France. Là, je parle de l'humour. Mais chez Apple, j'étais ici et je parlais deux langues. Et donc, le fait de connaître ça m'a permis de faire autre chose. Que tu sois enseignant ou tu travailles dans une banque ou t'as forcément un truc unique et de différent et d'intéressant quand tu changes de pays et t'es dans un nouveau pays. Donc, que tu ouvres un café britannique en France ou une boulangerie française aux États-Unis, t'as un truc forcément. Est-ce qu'il y a un cliché que les Français ont sur les Anglais que tu pourrais mettre à mal, remettre un petit peu les pendules à l'heure? Le côté gelé à la menthe. Mais en tout cas, la gelée à la menthe, ça n'existe. Enfin, c'est un truc qui est sorti dans un film en France. Je m'en rappelle plus. Dîner des cons. Non, il y a de la gelée à la menthe, un truc comme ça. Et c'est resté. Je sais pas pourquoi. Et en vrai, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est quand on mange de la viande, on a des sauces qui vont avec nos viandes, comme ça, tu te fais, c'est bizarre. Et donc, c'est ça en fait le truc, c'est genre par exemple tu prends du bœuf, on a de la sauce qui s'appelle horseradish, qui est une sauce un peu piquante qui va avec le bœuf, un peu comme de la moutarde mais pas vraiment. Avec l'agneau, c'est là où on a une sauce à la menthe, mais c'est une sauce à la menthe, donc c'est pas sucré, c'est une sauce menthe salée, voilà, salée, pas sucrée, salée. Donc c'est une sauce salée, mais comme aussi les enfants à l'école, pour les petites fêtes et des trucs comme ça, il y a de la gelée dans des écoles des fois. Enfin, tu bouffes ça et c'est un truc sucré. Et je crois qu'il y en a une qui est verte, mais je crois que je sais pas. Il y a eu un truc où il y a de la gelée à la menthe comme ça que nous on mange avec de la viande. C'est bullshit. Donc et on sait cuisiner, on sait pas cuisiner, c'est ça le problème. On a les mêmes ingrédients. Enfin, jusqu'à maintenant, parce qu'on était dans l'Union européenne. Donc, les tomates, elles venaient de l'Espagne. C'était les mêmes tomates qu'en France. C'était le même laitue. C'était les mêmes oranges. C'était le bœuf français. Enfin, on a les mêmes ingrédients à disponibilité, disponibles pour nous, mais c'est juste qu'on ne sait pas les préparer à la maison. Les restos sont ouf, mais à la maison, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que les Français, ils ont ce stéréotype. C'est parce qu'ils partent dans des maisons quand ils ont 12 ans, dans une famille anglaise, dans une ville qui est pas Londres, et donc du coup, s'ils sont un peu perdus, ils sont un peu très british, ils savent pas cuisiner, et donc du coup, les Français, ils font les Anglais, ils savent pas cuisiner. Bah ouais, parce que t'as été à Scunthorpe, au milieu de nulle part. Bien sûr qu'ils savent pas cuisiner, mais la différence, c'est que en France, tu vas à Saint-Pierre-sur-Dive, et à mon avis, tu vas chez n'importe qui, ils cuisinent un truc pas dégueu. Dis-moi, une dernière question avant qu'on conclue. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu aimerais donner au Paul d'il y a 12 ans? Ce serait pour n'importe quel expat qui part dans un autre pays, c'est essaye le plus de possible de pas traîner avec d'autres expats de ton propre pays. Trouve des façons de sortir, trouve quelqu'un, va dans des soirées du pays. Enfin, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire que à faire, mais c'est vraiment le truc. Si à part si ton but c'est d'y aller pendant un an, ok, dans ce cas-là, on s'en fout. Mais vraiment pour
Je connais des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont en France et puis ils sont toujours pas capables, de parler français, ou de connaître un truc culturellement français, soit un film et c'est dommage, je trouve, parce que reste en Angleterre alors dans ce cas-là. Pourquoi t'es là? Donc ouais, c'est d'essayer de te lancer d'essayer de pas aller chercher des groupes d'expats pour trouver des amis vite. Play the long game, ça va être plus difficile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le long game, et puis de toute manière, les expats, ils seront toujours là, quoi. Enfin, tu les trouveras toujours. C'est les plus faciles finalement à identifier. Ouais, au cas où, ouais, c'est ça. Trouve-toi des expats, mais te focalise pas trop sur eux et essaye de rentrer dans un club de quelque chose local. Tu vois, si t'aimes le sport, trouve un club de sport à côté. Si t'aimes la musique, club de musique. Si t'aimes un truc, mais où il y a pas des expats, où c'est des gens locaux. Comme ça, tu t'améliores dans la langue, dans la culture et tout ça. Enfin, le mieux dans tous les trucs, c'est de trouver un partenaire du pays. C'est ce que j'allais dire aussi. Je pense que toi, comme moi, ta femme est française, mon mari américain, on est aussi très privilégiés finalement. On a un vecteur d'intégration. Oui, c'est ça. TGV, quoi. Je veux dire, on a énormément de chance là-dessus. Exactement. Mais même si tu arrives dans un nouveau pays et t'as personne, trouve quelqu'un. Enfin, je crois que naturellement, ça devient le cas. Il y a tellement de gens qui sont multiculturels dans les relations, mais c'est une bonne manière d'élargir très vite ton réseau de gens qui viennent du pays, c'est d'être en relation avec quelqu'un là-bas, parce que forcément eux, ils ont de la famille, ils ont leurs potes à eux, et puis après, t'es invité dans des soirées qui sont pas des soirées expats, etc. Petite question traditionnelle de fin d'épisode. On demande à tous nos invités, à la fin de ce podcast French Expat, de nous partager 3 expériences pour décrire leur lieu d'expatriation. Donc toi, je sais pas, Paris, la France. Donc qu'est-ce que ce serait la France selon Paul Taylor ? Il faut apprendre, je dirais, le dépendant d'où tu viens, mais apprendre à je sais même pas comment trouver les mots, genre de pas faire la queue en fait, que ça soit en voiture ou en vrai. Juste être OK avec le fait qu'il faut avoir de la présence, faut pousser, faut insérer, parce que si t'es en train de conduire, c'est la même chose. Dans Paris, il y a pas de voie en fait, donc tout le monde fait comme ça. Donc si t'apprends pas à avoir de la présence, donc apprendre à s'imposer, c'est ça? Ouais, à t'imposer. Voilà, merci. C'était ça le mot que je cherche depuis le début, de t'imposer, que ça soit dans la queue au supermarché, que ça soit dans un truc. En fait, à Paris, c'est chacun pour sa gueule. Même si on est 2 millions dans la ville et dans la plus grande, enfin dans la métropole, je crois que c'est 8 millions si tu comptes toutes les banlieues et toute l'Île-de-France. Faut changer de mentalité et savoir s'imposer, sinon tu te fais écraser. C'est très vrai. Écoute, puisqu'on fait la chasse aux clichés dans cet épisode, je suis quand même obligée de dire que c'est vrai. Et c'est même un truc qu'on oublie un peu, tu vois. J'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Et putain, à chaque fois qu'on atterrit à Roissy pour rentrer en France pour quelque temps, le moment où l'avion se pose, tu vois tous les Français qui se ruent. Alors d'abord pour sortir de l'avion en premier, mais limite à te marcher dessus s'ils le peuvent, puis à passer sous les trucs avec les fils là pour pouvoir être les premiers à la douane, mais genre ils tueraient père et mère pour y arriver avant toi. Ouais. Ça me réveille, putain, c'est dur franchement. T'attends ton bagage sur le carrousel et c'est comme un match de catch là. Du coup, les gens ils sont là. Excusez-moi. Bah moi aussi j'attends, connard. C'est quoi ton problème? Et donc ouais, c'est un peu chacun pour sa gueule à Paris. Donc ça c'est un truc incontournable dans le mental qu'il faut avoir. Un truc, qui était obligé de faire. Moi, j'adore les terrasses en fait. C'est un des rares pays où t'as cette culture de terrasse où tu peux t'asseoir dehors dans un café, prendre une bière tranquille. Et t'es dehors dans la rue où il y a des choses qui se passent en Angleterre. Il fait trop moche. T'as des beer gardens derrière les pubs, mais c'est pas. Ouais, si t'es dans le beer garden, c'est sympa, mais tu peux pas faire du people watching en fait comme tu fais dans la rue sur la terrasse des cafés parisiens, quoi. C'est exactement ouais. Donc c'est ce côté même en Espagne où il y a beaucoup de terrasses. Je sais pas, il y a un truc avec l'ambiance des terrasses françaises, pas que à Paris, mais partout en France, qui est vraiment très très cool. Et c'est un des seuls pays où j'ai trouvé ce truc-là. Donc les terrasses. Et troisième, faut aller dans une boulangerie et puis manger tout en fait. C'est encore un autre truc qui est imbattable partout dans le monde. C'est la pâtisserie, la viennoiserie française. C'est même à Vienne, elle est pas aussi bonne que en France. Les croissants et les pains au chocolat et tout ce qui est boulangerie ici, ça, le pain, c'est intouchable. Il y a aucun, même les Français qui s'expatrient ailleurs et tu vas à la boulangerie
la boulangerie française de New York, c'est pas la même chose. C'est quand même américanisé. Ils sont obligés. Ils font des cronuts. Ils disent bon, on va faire des croissants mais des donuts en même temps. Et puis c'est bon, mais c'est pas à la France. Donc ouais, trouver une boulangerie, une bonne boulangerie. Écoute, avant de te dire au revoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? J'aime bien cette question, c'est une question très française. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On dit jamais ça en anglais. What can we wish for you? What's the c'est très fleuri là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour vous ? C'est comme les gens qui après le spectacle qui viennent voir et qui disent j'adore ton univers. C'est tellement impressionnant comme phrase. Pour moi, c'est plus que je t'aime. Like I love you. I love your universe. Oh my God, you love my universe. Mais c'est en vrai, j'adore ton univers. C'est juste j'aime bien ce que tu fais en fait. Et donc c'est très fleuri, ouais. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les salles de théâtre rouvrent et qu'on revient un peu à un truc où on peut sortir dans des bars, dans des comedy clubs et qu'on puisse remonter sur scène, évidemment d'une manière safe pour tout le monde, mais on le faisait déjà. Au mois d'octobre, dans les théâtres où c'était une place sur deux, tout le monde était masqué, il y avait des systèmes de désinfection, etc. Mais comme il y a plein de gens, enfin ils peuvent pas, enfin c'est compliqué de rouvrir ça et pas rouvrir autre chose. Donc du coup je comprends. Et c'est juste c'est devenu long. Après, comme je viens j'ai été élevé en mode anglophone, j'ai pas râlé et puis je suis allé trouver un autre truc direct et j'ai essayé de me diversifier dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que je continue à faire mes trucs sur YouTube en mode podcast en direct. Et c'est les lundis, genre tous les trimestres, je change, c'est les lundis à 20h heure française. J'ai un nouveau guest ici au studio où on partage une bière et puis on parle avec le public en direct et il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français et il y en a qui sont un peu dans les deux. Je dirais pour l'instant la majorité ont été en anglais, mais là je suis en rap de guest anglophone maintenant. Enfin des amis anglophones humoristes, donc je crois que ça va devenir plus français que anglais, mais en tout cas il y a des sous-titres disponibles quelques jours plus tard, mais je fais ça et puis après si je remonte sur scène cette année c'est très cool, je suis hyper content, mais sinon j'ai déjà accepté que 2021 c'est à la poubelle pour l'instant. Comme ça je suis pas déçu si on remonte pas, au lieu de me dire c'est bon le mois prochain je remonte, là au moins c'est genre écoute, j'étais censé d'être en tournée hier, je suis pas en tournée, c'est pas grave. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Paul Taylor d'avoir passé ce chouette moment avec moi il y a déjà un petit peu plus d'1 an. Et je vous remercie vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous avoir écoutés aujourd'hui, mais aussi au cours des 55 épisodes qu'on vous a proposés au cours de cette saison cette année. C'est la fin de la saison 3. La saison 4 promet d'être riche en découvertes, en nouveautés, et j'espère très sincèrement que vous serez au rendez-vous. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tout premier épisode de la saison 4. Et comme il est de coutume, je vous propose de découvrir un petit extrait. J'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Donc je lui ai dit, je suis enceinte, on peut pas le garder. Et elle m'a dit, je comprends pas, vous voulez quoi ? Juste pour me faire dire, je veux avorter. Et puis elle m'a dit, ah non, mais on fait pas ça ici. Et puis il y a eu un grand blanc et je lui ai dit, je fais quoi ? Elle me dit, vous pouvez essayer le Planned Parenthood, donc l'équivalent du planning familial. Je pense qu'elle a vu que j'étais j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu senti. Elle m'a dit, vous voulez parler quand même à l'infirmière ? Et puis je lui ai dit, oui. Et donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. C'était le premier jour des vacances des enfants. Forcément, l'infirmière m'a rappelé, j'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre-temps, moi, j'ai appelé le Planned Parenthood et ils avaient un rendez-vous 2 semaines après. J'avais déjà des nausées. Je me suis dit, je peux pas attendre 15 jours. En fait, j'ai des enfants. Si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon deuxième fils, c'était juste pas possible. Je pouvais pas, j'avais pas 15 jours, en fait. Et puis, j'étais sûre de ma décision. Je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle saison et une nouvelle histoire d'expatriation. À très vite.